Le scrutin proportionnel a fait son retour dans le débat public ces dernières années, mais de quoi s'agit-il exactement? Dans cette vidéo, nous allons essayer de présenter ce mode de scrutin relativement peu connu en France. La première chose à comprendre est que les scrutins proportionnels sont nécessairement des scrutins plurinominaux, c'est-à-dire que plusieurs sièges sont en jeu. La présidentielle ne peut donc pas se faire à la proportionnelle. La raison en est toute simple. Ce mode de scrutin vise à créer une proportionnalité entre les préférences des électeurs d'une part et les élus d'autre part. C'est-à-dire qu'un parti soutenu par 20% de la population doit obtenir environ 20% des sièges mis en jeu lors d'une élection. La proportionnelle est donc opposée par nature au scrutin majoritaire qui, quant à lui, vise à attribuer un maximum de sièges au parti le plus populaire. Il existe deux grands types de scrutins proportionnels, avec et sans liste. Voyons dans un premier temps les scrutins avec liste, car ce sont les plus répandus. Pour illustrer notre propos, prenons une élection dans laquelle 10 sièges sont en jeu, disputés par les partis rouges, bleus, jaunes et verts. Préalablement à l'élection, chaque parti va composer une liste de 10 candidats. L'électeur va devoir voter pour l'une des 4 listes, c'est ce qu'on appelle un scrutin à liste fermée. Dans le scrutin à liste ouverte, l'électeur peut changer l'ordre des candidats sur la liste, ce qui aura de l'importance plus tard. Enfin, les scrutins à panachage permettent aux candidats de modifier les listes en y ajoutant et supprimant des noms librement. Après le vote, on comptabilise les voix obtenues par chaque liste. Pour être éligibles, les listes doivent dépasser un seuil électoral de quelques pourcents. Ici, on imagine qu'il est de 5%, comme c'est le cas en Belgique. Malheureusement, le parti jaune n'a obtenu que 4% des voix. Il est donc écarté de l'élection. Le scrutin peut aussi se faire sans seuil, comme en Finlande par exemple, auquel cas on parle de proportionnel intégral. Il faut ensuite répartir les sièges entre les différentes listes en fonction des voix obtenues. Il existe de nombreuses méthodes pour y parvenir. Ici, nous allons utiliser une des plus répandues, à savoir la méthode de la plus forte moyenne. Tout d'abord, il nous faut calculer un quotient électoral, dont là aussi la formule peut varier d'un système à l'autre. Pour faire simple, nous allons utiliser le quotient de R qui est égal au nombre de voix divisé par le nombre de sièges en jeu. Ici, il est donc égal à 1000 divisé par 10, soit 100. Concrètement, cela veut dire qu'un parti doit obtenir au moins 100 voix pour obtenir un siège. Nous divisons ensuite le nombre de voix obtenues par chaque liste par ce quotient. Le nombre obtenu n'est pas entier, il faut donc l'arrondir à l'unité inférieure. On voit que 9 sièges sont ainsi répartis de cette manière. Mais se pose maintenant la question du 10e siège. À quel parti l'attribuer ? Pour chaque liste, il suffit de calculer la moyenne des voix obtenues par siège, dans l'hypothèse où le dernier siège lui était accordé. Par exemple, pour le parti rouge, on divise les 555 voix obtenues par les 5 sièges déjà répartis plus 1, soit un total de 92,5 voix par siège. Après avoir fait les mêmes calculs pour les autres partis, on constate que c'est le parti rouge qui obtient la meilleure moyenne. C'est donc à lui qu'est attribué le 10e et dernier siège. On répartit ensuite les sièges à l'intérieur des listes en fonction de l'ordre des candidats. On peut vérifier que les résultats de l'élection sont à peu près proportionnels aux préférences des électeurs. Mais les scrutins proportionnels peuvent aussi fonctionner sans liste, par exemple avec le vote unique transférable. Ici, n'importe quel candidat, affilié ou non à un parti, peut se présenter. Les électeurs classent les candidats par ordre de préférence. Pour le dépouillement, on comptabilise d'abord les premiers choix sur les bulletins. Les candidats qui dépassent le quotient électoral sont directement élus. Ensuite, un second tour est organisé où l'on comptabilise cette fois les premiers choix plus les seconds choix des bulletins où le candidat en premier choix a déjà été élu. Les tours se succèdent jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. La famille des scrutins proportionnels a l'avantage d'être peu soumise au vote stratégique. En effet, tant que le seuil électoral n'est pas trop élevé, les électeurs peuvent voter pour leur parti ou leur candidat de cœur sans risquer de voir leur famille politique désavantagée. Les scrutins sans liste donnent plus de liberté aux électeurs qui peuvent choisir parmi un ensemble de candidats plus diversifiés. Cependant, le vote par classement demande plus de réflexion que le choix d'une simple liste. En outre, certains scrutins proportionnels prévoient une prime majoritaire au parti arrivé en tête afin de lui donner plus de sièges au Parlement, ce qui rend la représentation moins proportionnelle. C'est notamment le cas pour les élections municipales et régionales en France. Certains pays utilisent aussi un mélange de scrutins majoritaires et de scrutins proportionnels, comme c'est le cas pour l'élection des parlementaires allemands. Alors, peut-on dire que le scrutin proportionnel est préférable au scrutin majoritaire dont nous avons parlé dans la vidéo précédente ? Pas exactement. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre.
Sans compter que le choix d'un mode de scrutin dépend aussi de la culture politique d'un pays. Les électeurs accordent-ils la même légitimité à un élu selon qu'il était élu par l'une ou l'autre des méthodes ? Préfèrent-ils donner les pleins pouvoirs au parti majoritaire ou à l'inverse voir une coalition de partis diversifiés trouver un consensus ? La réponse à ces questions varie d'un pays à l'autre. D'ailleurs, à votre avis, la France devrait-elle passer à la proportionnelle ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.